Bien le bonjour à tous. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo spéciale qui n'était pas du tout prévue. C'est ni une annonce ni une archive, mais une vidéo qui sert à répondre à vos remarques et surtout à vos questions. Puisque ça fait près de 9 mois et demi que je fais des archives et forcément il y en a certains qui vont me dire pourquoi je suis sur le Wikipédia italien, pourquoi je ne fais pas de gaming, qu'est-ce que c'est que ce bruit machin truc. Donc, c'est dans cette vidéo que je vais répondre à vos remarques et donc à vos questions. Donc là, comme vous l'avez vu, la mise en ligne de cette vidéo a été a été effectuée le vendredi 12 juin 2026. Donc voilà, une vidéo un vendredi, bien sûr. Alors là, nous sommes le mercredi 10 juin 2026. Là, il est 10h22. Donc, forcément, je devais tourner une archive de MotoGP aujourd'hui, mais compte tenu des 24 heures du Mans, j'ai décalé le tournage à la veille, c'est-à-dire au mardi 9 juin 2026. Donc, alors tout d'abord, vous allez me dire pourquoi je fais pas de gaming sur ma chaîne YouTube. Alors, autrefois, ma chaîne, elle était basée sur du gaming, pour ceux qui me connaissent bien. Je faisais des lives Roblox très très souvent de 2018 à 2022, il me semble. Alors, pourquoi je fais plus de live Roblox? Eh bien, tout simplement, c'est que le site où je faisais mes lives, qui s'appelle StreamYard, j'ai perdu mon mot de passe. Alors, je me suis créé un compte avec mon adresse mail de secours. J'ai associé ma chaîne YouTube. Et si jamais, toutefois, je me recrée un compte StreamYard avec mon adresse mail principale et que j'associe ma chaîne YouTube, j'ai bien peur que ça m'affiche une erreur pour me dire que cette chaîne a été déjà associée à un autre compte. C'est ça ce que je crains et forcément, c'est pour cela que je fais plus de gaming et forcément, c'est un petit peu rageant, si j'ose dire. Donc voilà. Alors, vous allez me dire, vous entendez des bruits qui proviennent d'extérieur ou d'intérieur. Alors d'extérieur, oui, puisqu'il y a des enfants qui passent à toute allure dans la rue que j'habite et forcément il y a une école qui est pas loin de chez moi. Il y a aussi des bruits que vous entendez, des crics, machin truc. C'est lié à ma chaise de bureau, parce que oui, forcément, l'objectif de ne pas bouger pendant un certain temps n'est pas facile, donc vous en doutez bien. Et puis, ben, on entend aussi des bruits de véhicules qui passent à vive allure et voilà quoi. Alors, forcément, ça va se reproduire bien évidemment dans les archives à venir, c'est pas impossible. Donc, vous allez me dire aussi pourquoi je fais des archives. Alors, les archives, je vous rappelle qu'elles ne sont pas des VHS de la télévision, enfin des chaînes de télévision qu'on a enregistrées, enfin des enregistrements TV sur notre box, un truc comme ça. Mais je fais des archives autrement depuis Wikipédia et d'Infoclimat. De Wikipédia, je précise, de MotoGP et de Infoclimat sur des bilans climatiques d'une ville, en commençant par la ville du Mans, puis de Nancy, etc. Vous avez vu la vidéo du 3 juin de l'année dernière de 2025. Alors, pourquoi des archives de MotoGP et de bilan climatique? Eh bien, tout simplement, c'est que la MotoGP et la météorologie sont mes deux grandes passions. Ce sont mes deux grandes passions. Alors, les archives de MotoGP, elles commencent depuis 1998, vous le savez, sachant que le championnat a commencé en 1949, pardon. Mais vous allez me dire dans les commentaires pourquoi je ne commence pas en 1949. Eh bien, tout simplement, c'est que à cette année-là, il n'y avait pas encore les résultats en format PDF et tout, des séances chrono, mais également de la course. Et d'autant plus que je n'ai pas suffisamment d'informations pour ce qui est des pilotes, des courses, quel pilote est une wildcard, quel pilote est un remplaçant. Donc voilà, vous l'aurez compris. C'est pour cela que j'ai commencé dès 1998, année où on a les résultats en format PDF. Donc voilà. Alors, vous allez me dire aussi pourquoi je fais ces archives de MotoGP depuis le Wikipédia en italien. Eh bien, en fait, c'est là où j'ai le plus d'informations sur les pilotes. Alors, même s'il y en a certains où je n'ai pas d'informations, ben, forcément, ce n'est pas bien grave.
Mais c'est là où j'ai le plus d'informations. Je vous montre les exemples avec le Grand Prix Moto de Rio de Janeiro 2001, c'était il y a près de 2 mois et demi, c'est-à-dire la vidéo du 1er avril 2026, un mercredi. Donc vous voyez qu'en catégorie 500, les pilotes sur fond bleu, c'est là où j'ai des informations sur les pilotes. Vous voyez que je les ai tous pour ce qui est de la catégorie 500 de ce Grand Prix Moto de Rio de Janeiro 2001, pardon. Donc désolé aussi si je bafouille, mais je ne l'ai pas dit, mais des fois je n'arrête pas de bafouiller si j'ai une petite hésitation, une erreur de prononciation, etc. Donc là aussi c'est une remarque que vous me posez peut-être, donc voilà, vous en avez également la réponse. Donc je disais qu'au Grand Prix Moto de Rio de Janeiro 2001, j'ai toutes les informations sur les pilotes de la catégorie 500. Ici, je vais sur le Wikipédia anglais. C'est pareil, ça revient au même. J'ai des informations sur tous les pilotes. Alors, les pilotes sur fond bleu, c'est les pilotes que je n'ai pas cliqués. Et les pilotes sur fond, on va dire violet, c'est ceux que j'ai cliqués et qu'au bout de 90 jours, ça revient sur fond bleu. Donc, voilà. C'est pour cela. Vous allez me dire, c'est quoi ces couleurs? Et par contre, si je vais sur le Wikipédia en français, c'est-à-dire la liste juste ici, vous voyez qu'on a deux pilotes sur fond rouge, que je n'ai pas d'informations sur eux. Il s'agit de Brandon Clark et de Barry Veneman. Alors, est-ce que vous allez me dire, est-ce que c'est différent pour ce qui est des catégories 250 et 125? Alors, effectivement, en 250, vous voyez que je n'ai pas d'informations sur Stuart Ewart, Luis Costa, César Barros, Sean Geromini, Damaso Natcher et Cristiano Vera. Alors, je vais réduire un petit peu pour voir une petite différence. Ah, c'est pareil aussi pour Raphaël et Takuna. Excusez-moi pour le petit oubli, mais bon, c'est pas grave. Si je vais sur le Wikipédia en anglais, alors je vais... Vous voyez que je n'ai pas d'informations sur Stuart Ewart, Luis Costa, Sean Geromini, Damaso Natcher, David Thomas et Raphaël Takuna. Sachant que j'en ai pas non plus pour David Thomas, Jason Vincent et Ricardo de Chalero. Donc voilà, pour ce qui est de la différence entre le Wikipédia italien et anglais. Mais il faut savoir que si je n'ai pas d'informations sur le Wikipédia italien sur César Barros, il y en a pour ce qui est du Wikipédia en anglais, comme vous pouvez le voir juste ici. Et donc voilà, vous avez la preuve que j'ai des informations sur le pilote brésilien, le frère de Alex Barros. Et enfin, pour ce qui est de la 225, j'ai pas montré le wiki en français, excusez-moi. Vous voyez que je n'ai pas d'informations sur tous ces pilotes auxquels s'ajoute Lorenzo Lanzi, alors qu'il y a des informations sur le Wikipédia anglais et sur le Wikipédia italien. Et pour ce qui est de l'acte 225, vous allez dire, est-ce que c'est la même chose? Alors oui, je n'ai pas d'informations pour ce qui est de Leandro Panadez uniquement. Et si on va sur le Wikipédia anglais, c'est pareil, auquel s'ajoutent Jarno Müller, Adrian Arugo, Raoul Jara, Eric Bataille, William De Angelis et Angel Nieto Jr. Voilà, donc vous voyez bien qu'on a une sacrée différence entre le Wikipédia italien et le Wikipédia anglais. Et puis pour ce qui est du Wikipédia en français, on va regarder. Alors on va comparer avec le Wikipédia anglais. Vous voyez que je n'ai pas d'informations sur ce qui est de William De Angelis, Leandro Panadez, Raoul Jara, Adrian Arugo, Alessandro Braniti, et Jarno Müller. Sachant que j'ai des informations sur le Wikipédia anglais pour ce qui est de Alessandro Braniti, et d'Angel Nieto Jr. et d'Eric Bataille. Donc voilà ce qui est la différence entre le Wikipédia français et l'anglais et l'italien. Vous l'auriez compris, c'est pour cela que je tourne depuis le Wikipédia italien pour ce qui est des archives de MotoGP. Et forcément, depuis 2002, je vous rappelle que les pilotes où j'ai pas d'informations sur son fond noir et non pas sur fond rouge. Alors ça va revenir sur fond rouge d'ici quelques années, puisqu'à ce jour, je suis jusqu'au Grand Prix France Moto 2003. Ça va revenir sur fond rouge d'ici quelques années, mais après, ça va revenir sur fond noir et c'est toujours à ce jour. Donc voilà, notez bien cette information qui est pratique.
Alors certes, oui, ça peut paraître bête si je ne trouve pas sur le Wikipédia anglais, ni même sur le Wikipédia français, mais c'est comme ça. Alors, justement, en parlant de résultats, on va y revenir. Vous allez me dire, c'est quoi toutes ces colonnes et tout? Alors forcément, je peux vous comprendre que ça peut paraître difficile à comprendre. Ça, je le prends en compte. Mais je vais vous réexpliquer comment ça va de gauche à droite au niveau des colonnes. Alors la colonne qui est tout à gauche, qui est de 1 à 38 de haut en bas, eh bien, c'est la position, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. Mais il y a un autre numéro qui est juste à côté, 48, 41, 6, 34, 22, 3, 23, 4, 7, etc. Ça, c'est le numéro du pilote. Ensuite, vous avez le nom du pilote, justement, avec, bien évidemment, vous le voyez, le nom de famille qui est tout en majuscule, comme Lorenzo, Giansanti, Dovizioso, Nieto, Pedrosa, Borsoi, Cecchinello, Perugini, etc. Sachant que son prénom, vous voyez que c'est tout en minuscule, mis à part la première lettre qui est bien évidemment en majuscule. La nationalité du pilote, bien évidemment. Espagnol, japonais, italien, français, suisse, finlandais, australien, hongrois, saint-marinais et plein d'autres nationalités, effectivement. Le team où est engagé le pilote, où il y en a forcément, il est forcément, si j'en dire, accompagné d'un autre pilote, donc deux pilotes. Toutefois, dans de rares cas, eh bien, il y a trois pilotes qui roulent dans le même team, ce qui peut arriver rarement. Donc voilà. Alors le constructeur, voire même le châssis, me semble, dont le team est fabriqué, à savoir Derby, Aprilia, Honda, KTM, Magaluti, là pour cette première séance d'essai du Grand Prix Moto du Grand Prix France Moto 2003 en catégorie 125, voilà. Donc à ce jour, les constructeurs en 125 ont changé. Il y a Honda, KTM, CF Moto, enfin je ne sais plus, mais bon, c'était pas bien grave, on va en reparler dans les archives de cette année dans très longtemps, dans environ 4 ans il me semble. Ici vous avez le meilleur chrono du pilote. Ici vous avez en minutes, les secondes et les millièmes. Donc voilà, vous l'aurez compris, 1 c'est 1 minute, 45 c'est seconde, et 391 c'est millième. Donc voilà, je dis l'exemple du chrono du meilleur temps réalisé sur la première séance d'essai libre du Grand Prix France Moto 2003 en catégorie 125, qui est Jorge Lorenzo en 1 minute 45 secondes 391 millièmes. Alors ici, vous avez deux colonnes, lap et total. On va commencer par total. Alors total, ça signifie que c'est le nombre de tours effectués au cours de la séance. 20 tours, 18 tours, 19 tours, 17 tours, 22 tours, 23 tours, etc. Donc voilà le nombre de tours total au cours d'une séance chrono. Mais la colonne d'à côté, en fait, qui est lap, c'est là où le pilote a effectué son chrono. Alors, vous voyez que... Alors là, par exemple, vous voyez qu'on va prendre Marco Giscianti. Vous voyez qu'il a fait 18 tours et son chrono a été effectué au 14e tour. Eh bien oui, il a fait son chrono d'1 minute 45 secondes 672 millièmes au 14e tour. Autre exemple, avec Marco Simoncelli, le 15e, il a fait 20 tours, il a fait son chrono au 20e tour et dernier tour, forcément, en 1 minute 46 885 millièmes. Donc voilà pour ce qui est de cette information pratique. Ici, gap, vous allez me dire c'est quoi? Eh bien ça, c'est l'écart par rapport au meilleur temps, mais aussi de la position du pilote qui est derrière lui. Alors, sur la colonne de gauche, c'est l'écart par rapport au meilleur temps. Donc, par exemple, on va prendre Emilio Alzamora. Vous voyez, sur cette première séance d'essai du Grand Prix France Moto 2003, eh bien, il était 23e à 2 secondes 608 millièmes du meilleur temps. Et juste à côté, les 398 millièmes, c'est qu'il est à 398 millièmes du 22e qui aborde Talmassi. Donc voilà. Et des fois, l'écart par rapport au pilote qui est devant lui est très 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 mince.
Ça peut être 5 millièmes, 4 millièmes, 3 millièmes, 2 millièmes, 1 millième, voire même le même temps, ce qui peut paraître étonnant, effectivement. Tandis qu'ici, top speed, ça signifie la meilleure vitesse de pointe sur sa moto au cours de la séance. Alors, 216,6 km/h, 216,8 km/h par exemple pour Juan Lorenzo, 213,6 km/h pour ce qui est de Steve Yenker, etc. Et bien évidemment que les vitesses de pointe vont évoluer de plus en plus vite au fil des années. Puisque à ce jour, sachez-le, on a frôlé les 370 km/h dans la catégorie MotoGP. Je ne vous dis pas dans quel Grand Prix c'était, puisque c'était cette année, et on verra cela, bien évidemment, ça sera la surprise. Et donc voilà, ici vous avez les conditions de piste. Alors, on n'a pas encore les informations sur toute séance, sur tout le Grand Prix de la condition de piste jusqu'à la course. Mis à part à la course, on a des informations, voire même pas du tout. Mais ça va apparaître d'ici quelques années, là aussi. On va en reparler, bien évidemment. Vous avez la température de l'air, ça vous le savez, le taux d'humidité, et la température au sol, la température sur la piste, il me semble. Donc voilà, ici, le meilleur temps réalisé de la séance, effectué, bien évidemment. Ici, vous avez le record du circuit en séance chrono ou en course, je ne sais plus. Et là, le meilleur tour au circuit. Enfin bon, là, circuit record lap et circuit best lap, je ne sais pas c'est quoi, peut-être qu'il y a une erreur, ça, on verra bien. Alors, vous allez me dire là aussi, pourquoi c'est en anglais, comme l'a dit Vivi Disney, donc Vivi Disney, si tu passes par là, ben, tu vas me dire pourquoi c'est en anglais, bien forcément la MotoGP, ben, c'est pas que français, c'est forcément en anglais. Il y a des grands prix en Espagne, Italie, Pays-Bas, Allemagne, etc. Donc c'est comme en Formule 1 et quand c'est .com, ben forcément c'est en anglais, pas en français. C'est ça le piège. Et ouais, vous allez me dire, est-ce que c'est pareil au fil des années? Bien effectivement, c'est comme ça depuis toujours. Et ben, faut s'y adapter et apprendre l'anglais. Certes, ça peut paraître chiant pour tout le monde, mais voilà quoi. Alors, faut savoir qu'il faut être 107% plus rapide parce que si on n'y est pas, on n'est pas qualifié, pardon. C'est pour ça qu'on a not qualified, c'est-à-dire au-delà des 107%. Puisque oui, pour être qualifié à la course, faut effectuer un temps au moins égal à 107% du temps enregistré par le pilote le plus rapide. Comme vous pouvez le voir juste ici, c'est ce que j'ai mis sur fond bleu. Voilà. Parce que si on n'y est pas, ben, on n'est pas dans le classement. C'est pour cela que je dis tout le temps les pilotes qui sont au-delà des 15 secondes du meilleur temps, qui, lors des séances d'essai libre, qui ne devaient pas l'être, mais bon, on verra ce genre de scénario sur les séances d'essai libre not qualifiées au-delà des 107% d'ici quelques années, là aussi. Alors certes, oui, ça peut paraître étonnant et compliqué de comprendre les 107%, mais moi aussi, je vous rassure que je n'ai pas bien compris. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Alors donc, je vous montre les résultats d'une course, puisqu'en course, c'est presque pareil. Donc, jusqu'ici, ça va, vous avez compris, mais il y a juste cette toute petite colonne à côté de la position, c'est-à-dire 25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est-à-dire c'est le nombre de points du pilote attribué à l'issue d'une course. Eh bien oui, 25 points pour le vainqueur, 20 points pour le deuxième, 16 points pour le troisième, 13 points pour le quatrième, et puis bah, après de 11 à 1 point, c'est de 5e à 15e. Alors là, par contre, juste ici, vous avez le total du temps effectué entre l'extinction des feux rouges et le drapeau à damier. Et voilà quoi. C'est-à-dire que par exemple, Dani Pedrosa au Grand Tour Photo 2003, vous l'avez vu qu'il a fait les 24 tours après l'extinction des feux rouges en 41 minutes, 58 secondes, 500 millièmes. Donc voilà. Sachant que
si on a un tour de retard, eh bien forcément, on est derrière ceux qui ont franchi les 24 tours. Par exemple, Peter Lennard, il a franchi le drapeau Adami 22e avec un tour de retard alors qu'il a fait les 20... Alors qu'il a... Mais qu'il a fait 23 tours, puisque je vous explique. Les 24 pilotes, les 21 pilotes premiers... Enfin non, je recommence. Les 21 premiers pilotes ont fait les 24 tours, et juste derrière, les pilotes qui ont un tour de retard, sont ceux qui ont fait un tour de retard. C'est-à-dire que, vous voyez que le temps effectué par Peter Lennard était 42 minutes, 14 secondes, 304 millièmes. Vous allez me dire, est-ce que c'est le temps qu'il a fait pour faire 23 tours s'il a un tour de retard? Eh bien, effectivement. Sachant que, vous allez voir dans les archives à venir, on a des pilotes qui ont franchi le drapeau Adami avec plusieurs tours de retard, parfois 2 tours, 5 tours, voire 7 tours. Et si on a beaucoup de tours en retard, eh bien forcément, on n'est pas dans le classement. Ce qui peut paraître étonnant. Et dans de très rares cas, les pilotes qui ont fait tous les tours effectués au cours de la course peuvent ils peuvent finir la course en allant à la voie des stands, sans pour autant abandonner. Ce qui est assez étonnant, vous allez dire dans les commentaires, et bien effectivement, c'est assez étonnant, on va en reparler. Alors ici en kilomètre/heure, vous allez dire, est-ce que c'est la meilleure vitesse de pointe sur sa moto au cours de la course? Eh bien effectivement, je sais pas pourquoi c'est pas en plus de 200 km/h, mais bon, c'est pas grave. Et ici, l'écart, par contre, c'est l'écart par rapport au vainqueur. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre le 11e qui est Hector Barbera. Vous voyez qu'il a franchi la ligne 11e à 44 secondes, 379 millièmes du vainqueur. Donc voilà pour ce qui est de cette information. Ici, notre qualificateur, c'est les pilotes qui ont abandonné. En plus de ceux qui n'ont pas franchi une drapeau Adami dans le premier tour, c'est-à-dire not finished first lap. Donc voilà, il faut les prendre en compte là aussi. Et donc voilà. Et on a les raisons des abandons juste ici. Alors je me suis rendu compte que depuis le début des archives, je vous ai dit que c'était le détail des abandons, mais non. C'est pas vraiment le détail des abandons en fait. En fait, c'était les informations de la course, à savoir l'heure où le tour de mise en grille peut commencer, l'heure du tour de chauffe, l'heure de l'extinction des feux rouges. Ici, et puis après, vous avez l'habitude, vous avez la raison s'il y a des pilotes qui ont chuté, qui sont OK, qui ont pu repartir. Les passages à la voie descendante, les abandons, les passages à la voie descendante, puis les pilotes qui ont reparti. Donc voilà. Et il y a une information importante, c'est que peu après le départ, on doit vérifier si aucun pilote n'a volé le départ, c'est-à-dire aucun pilote qui n'est parti avant l'extinction des feux rouges. Parce que s'il y a un pilote qui est parti avant l'extinction des feux rouges, on a jump start. Et si un pilote qui a cela, eh ben, il a une sanction, que vous le savez. Et oui. Donc voilà pour ce qui est de ces archives de MotoGP. Maintenant, on va faire celle des bilans climatiques. Alors, vous êtes nombreux à me dire dans les commentaires comment ça se fait, comment ça se passe les archives de bilan climatique. Alors, les relevés du jour d'une station météo se calculent en heure UTC de minuit à 23 heures. En heure d'hiver, ça va de 1h du matin à minuit. Et en heure d'été, ça se calcule de 2h du matin à 1h du matin. Bon, ce calcul, c'est peut-être une erreur que je dis, mais bon, c'est pas grave. Sachant que les températures minimales, les minimales se calculent pas comme ça non plus. Elles se le calculent. Pour ce qui est des minimales, elles se calculent en heure d'hiver de 19h la veille à 19h le jour que nous sommes, c'est-à-dire de 19h J-1 à 19h jour J. Et en heure d'été, il faut ajouter une heure en heure UTC, c'est-à-dire de 20h la veille à 20h le lendemain. Enfin, de 20h le jour que nous sommes plutôt.
Et en maximal, ça se calcule de 7 heures le jour que nous sommes à 7 heures le lendemain, en heure d'hiver bien sûr, puisqu'en heure d'été c'est de 8 heures le jour que nous sommes à 8 heures le lendemain. Donc vous l'aurez compris, du jour que nous sommes à J plus 1. Donc voilà. Donc la rafale de vent, vous n'avez pas de problème, c'est sur les relevés de la station du jour, le jour de la station, c'est-à-dire de 1h du matin à minuit en heure d'hiver et en heure d'été de 2h du matin à 1h du matin. L'ensoleillement entre le lever et le coucher de soleil, les précipitations en 1 heure entre 1h et minuit en heure d'hiver sur la station, enfin sur les données climatologiques du jour à minuit en heure d'hiver, je précise, et en heure d'été de 2h du matin à 1h du matin. Et par contre, pour ce qui est des précipitations du jour, elles se calculent depuis l'heure précédente, que je tiens à le préciser. Par exemple, les précipitations qui peuvent tomber sur le lever de 4 heures, en heure d'hiver, c'est de 3h à 4h du matin. Mais c'est pour les relevés de la journée précédente. Donc voilà. Vous l'aurez compris que les précipitations du jour se font en heure d'hiver et je vais dire peut-être une bêtise, mais si je dis une bêtise, je vous prie de m'excuser, elle se calcule entre le relevé de 8 heures le jour que nous sommes jusqu'au relevé de 7 heures le lendemain. Ce qui fait qu'il faut ajouter 1 heure en heure d'été, c'est-à-dire de 9 heures le jour que nous sommes à 8 heures le lendemain. Donc voilà. Alors, on va reprendre pour ce qui est des valeurs minimales et maximales. Je vous ai dit qu'elles se calculent en heure d'hiver de 19h la veille à 19h le lendemain, en heure d'été de 20h la veille à 20h le lendemain, c'est-à-dire le jour que nous sommes. Et en maximale, elles se calculent de 7h le jour que nous sommes à 7h le lendemain, et en heure d'été de 8h le jour que nous sommes à 8h le lendemain. Alors, on va prendre un exemple de la journée du 15 décembre 2011. Vous avez vu que la minimale était de 5,5 degrés relevée à 19h02. Vous le voyez que le relevé de 19h du 15 décembre 2011, et je tiens à le préciser que les minimales se calculent au cours de l'heure précédente, c'est-à-dire au relevé de 20h, les températures se calculent de 19h à 20h. Et vous voyez que la minimale de 18h02 UTC, c'est-à-dire 19h02, eh bien, c'est plutôt la veille, le 14 décembre 2011, qu'on a la minimale de 5,5 degrés. Voilà, vous avez la preuve. Sachant que pour ce qui est de la maximale qui était de 14 degrés en relevé à 7h du matin, le 15 décembre 2011, à cette heure-là, à 7h, il ne faisait pas 14 degrés 1, mais 6 degrés 1. On va dire ça comme ça, donc voilà. Et c'était plutôt le lendemain, le 16 décembre 2011, comme vous pouvez le constater. Donc voilà. Et puis d'autant plus que le 16 décembre 2011, ça c'est un petit peu... Ça s'est fait une sorte de vice-versa au niveau des températures, mais de tout cela, on va en reparler dans les bilans climatiques. Mais bon, c'est la fin de cette vidéo un petit peu spéciale. J'espère avoir été le plus complet que possible au niveau de vos réponses et questions à vos remarques, même si il y a encore quelques petites hésitations, bafouillements et tout, que je vous prie de m'en expliquer, mais que je vous ai déjà expliqué. Si vous avez toutefois une autre remarque, une autre question, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre, si c'est possible, parce que des fois, il y a des questions qui peuvent paraître compliquées et que je ne peux pas y répondre, donc désolé. Mais bon, n'hésitez pas, essayez quand même de me poser une question si vous avez une remarque, une question, vous me le dites, mais poliment s'il vous plaît, parce qu'il y en a qui sont un peu désagréables dans ma chaîne, qui dislikent mes vidéos, comme celle des 20 et 29 avril, me semble, alors que récemment, j'ai commencé à recevoir au moins un like sur mes vidéos, ce qui est l'objectif. Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles archives.